Ok, bonjour à tous. Alors, merci d'être venus à cette présentation. Donc, c'est la dernière avant le déjeuner. Aujourd'hui, avec Leonardo, en fait, on va vous parler d'interprétabilité de modèles de machine learning. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Soufiane El Alami. Je suis data scientist chez Xebia France, actuellement en mission chez Vidal, où je travaille sur des sujets de NLP, d'extraction de concepts. Et avec moi aujourd'hui, il y a Leonardo. Bon, bonjour tout le monde. Donc, Leonardo, je suis responsable des équipes data scientists qui luttent contre la criminalité financière, donc chez BlackRock. Donc, nous faisons des modèles qui sont appliqués dans des domaines réglementés comme la banque. Et c'est pour ça que l'interprétabilité, c'est un must-have pour nous. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard, comment nous faisons aussi notre interprétabilité. Ok. Alors, avant de parler d'interprétabilité, parlons de quelque chose que nous connaissons tous. Aujourd'hui, les modèles de machine learning ont prouvé leur capacité à analyser de grandes volumétries de données, à extraire et à modéliser des signaux d'information, des informations pertinentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve ces modèles-là dans différents produits et qui ont des usages qui sont très diversifiés, hein. On retrouve des modèles dans votre application Snapchat, par exemple, sous forme de filtre, ou par exemple sur des applications qui sont quand même plus sérieuses, comme le logiciel qui va déterminer si votre banquier, par exemple, va vous accorder un prêt bancaire ou non. Et donc, maintenant, ce qui manque un peu dans tous ces systèmes-là, c'est que la plupart du temps, on ne comprend ni pourquoi, ni comment le modèle a construit ces résultats-là. En fait, le raisonnement de ces modèles est mystérieux et parfois très complexe, ce qui fait que souvent on se retrouve souvent face à des systèmes qui sont certes performants, mais qui sont opaques aussi. Et justement, pendant cette présentation, nous allons voir ensemble comment on peut mettre un peu de lumière dans vos modèles black box. Voilà, donc pour illustrer un peu toute cette présentation-là, on va admettre par exemple que vous êtes data scientist dans une entreprise de télécom et les métiers viennent vers vous pour faire opérer votre magie de data scientist et les aider à résoudre leurs problèmes de churn. Pour ceux qui ne savent pas, le churn signifie le départ de clients et par conséquent l'attrition de votre base clientèle. Donc vous, en tant que bon data scientist, vous allez chercher à construire un modèle prédictif qui va les aider à anticiper et à quantifier le risque de churn. Et comme l'industrialisation n'a plus de mystère pour vous, vous allez pouvoir déployer votre modèle en production et vous allez peut-être atterrir sur quelque chose qui ressemble à ceci, où vous avez tout par exemple, votre pipeline de transfert d'alimentation de données et vous avez vos deux pipelines de machine learning. Alors le premier va vous servir justement à faire l'apprentissage du modèle, à faire le build et le déploiement en prod, et le deuxième va vous permettre à faire les inférences sur vos données clients et justement à calculer cette probabilité de churn. Donc tout ce système-là, il va servir à vos équipes de front justement pour construire par exemple un dashboard qui ressemble à ça, peut-être un peu plus joli, mais où pour chaque client, vous allez fournir à vos équipes métiers un score qui représente une probabilité de churn pour chacun de vos clients. Et si on prend par exemple le docteur John Brown que vous avez vu ce matin à la keynote, vous aurez par exemple un score de 84% de churn. Donc, jusque-là, tout se passe très bien, hein. Votre modèle, il est performant, les métiers sont contents de cette interface-là, mais après quelques temps, ils reviennent vous voir. Ils reviennent vous voir, pourquoi? Parce que leur objectif ultime, ce n'était pas juste d'avoir un score. Eux, c'est vrai, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est de réduire l'attrition de la base clientèle et justement, de pouvoir réduire le phénomène. Et avec juste un score comme ça, ils sentent qu'ils n'ont pas vraiment les leviers pour agir et pour réduire le churn. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe c'est que, comme tous les métiers, ils ont plein de questions. Et ils reviennent vers vous et ils cherchent d'abord à avoir confiance dans le score que vous avez calculé, dans cette probabilité-là. Parce que derrière, eux, à partir de cette probabilité, ils vont engager des campagnes de fidélisation, des campagnes qui vont leur coûter beaucoup d'argent et que eux, derrière, ils doivent justifier en quelque sorte. Ce qui me ramène au deuxième point, la justification. Ils vont chercher à travers vous
puisqu'ils ne peuvent pas parler directement au modèle, d'avoir en fait une justification, une explication de comment le modèle aboutit aux différentes prédictions. Et en fait, c'est assez intéressant parce que maintenant, on se rend compte que les gens ne sont plus satisfaits d'avoir juste un système qui fonctionne, mais aussi ils veulent avoir une sorte de notice de fonctionnement qui leur explique en fait comment ça marche à l'intérieur. Et finalement, derrière, en fait, une fois qu'ils auront compris et qu'ils ont confiance dans ce que vous produisez, bah, en fait, justement, pour agir sur le churn, ils ont besoin d'action. Et ils sentent au fait que vous n'êtes, puisque c'est vous et votre modèle qui avez le plus de connaissances sur le phénomène, puisque finalement vous avez été capable de le modéliser, bah, en fait, ils veulent avoir des actions sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et justement cibler un peu plus le phénomène. Donc maintenant, en tant que data scientist, vous allez chercher, vous avez bien votre problème, vous cherchez maintenant la solution. Eh bien, sachez qu'il existe en fait deux approches que vous pouvez envisager. D'abord, la première, l'approche simple, c'est que vous utilisez en fait des modèles dits white box. C'est des modèles en fait qui sont intrinsèquement interprétables et qui vont vous donner la capacité de regarder de manière relativement facile et pour savoir comment en fait la prédiction a été faite. Typiquement, si on prend l'exemple d'une régression linéaire, on va regarder les coefficients de l'équation de régression, ce genre de choses. Deuxième option, et c'est si vous êtes en fait comme la plupart des data scientists, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas tout le temps avec des modèles de régression linéaire, mais vous allez chercher en fait la performance et par conséquent en fait vous allez complexifier votre approche. Bah, dans ce cas-là, en fait, vous pouvez utiliser ces modèles complexes. Vous allez chercher la performance, vous allez faire des compromis dans un premier temps sur l'interprétabilité, mais cette interprétabilité-là, justement, vous pouvez la rajouter dans un second temps en utilisant un des frameworks d'interprétabilité que nous allons voir par la suite. Et donc, quand on parle en fait, de manière générale d'interprétabilité, sachez qu'il y a, en fait, vous pouvez appliquer l'interprétabilité à deux niveaux. La première, c'est un niveau global, c'est-à-dire que je vais chercher à expliquer dans les grandes mailles le fonctionnement de mon modèle à partir des données des paramètres que je lui donne en entrée. Il existe aussi un deuxième niveau d'explication, plutôt local, où là, en fait, je vais chercher à faire une analyse plus fine pour une observation ou un sous-ensemble de population, pour essayer au fait, de comprendre pourquoi le modèle a fait cette prédiction-là pour cette personne X. Alors, en termes de techniques d'interprétabilité qui existent actuellement, en fait, on peut les splitter un peu en deux. Des techniques qui sont dites agnostiques, c'est-à-dire en fait, des méthodes qui sont applicables à plusieurs classes d'algorithmes, ou qui vont plutôt, au lieu de regarder à l'intérieur du modèle, en fait, ils vont regarder et à chercher à trouver une relation entre les sorties et entrées. Et des techniques qui sont plutôt des modèles spécifiques, où c'est là, en fait, c'est des techniques qui vont se baser plutôt sur des propriétés intrinsèques de transparence, en quelque sorte, de votre modèle. Et là, en fait, on va rentrer vraiment dans le dur du modèle et on va chercher comment, à l'intérieur, en fait, les prédictions ont été faites. Alors, en termes de techniques et de frameworks existants, en fait, il en existe une panoplie, hein, il y en a beaucoup, et chacun en fait, répond à un besoin spécifique sur un des 4 cadrans que vous voyez ici. Bon, les plus anciens que tout le monde connaît, qu'on a l'habitude au fait, d'avoir, c'est l'importance des variables ou des plots, par exemple, comme le partial dependence plot. Toutes ces techniques-là, en fait, il existait avant. Après, en fait, on a vu l'émergence de techniques un peu plus, je dirais, spécialisées, comme Lime, qui est plutôt une méthode agnostique et locale pour faire de l'interprétation en fait, à un niveau local de données. Alors, il en existe d'autres, hein, on ne va pas les détailler tous, mais aujourd'hui, en fait, on va faire le focus sur une famille de techniques qui incorpore 3 à l'intérieur. C'est la technique SHAP. Et je vais laisser Leonardo vous en parler un peu plus en détail. Tout à fait. Donc, Sofiane vous a dit, vous aviez des modèles black box, donc vous étiez embarrassé. Maintenant, vous avez quel embarras de choix parce que vous avez vu, il y a plein de techniques disponibles. Donc, ça y est, vous pouvez l'utiliser. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est SHAP. C'est une des dernières techniques qui sont apparues ces derniers temps. Pourquoi? Parce que cette technique propose des propriétés qui sont assez intéressantes pour nous. Donc, SHAP pour Shapely Additive Explanation. Donc, on va commencer un peu par la fin. Additive, bon, ça veut dire que les explications vont se sommer. Donc, Explanation, c'est explanation. Et puis, c'est bon, nous avons déjà compris 2/3 de la méthode. Hein. Donc, maintenant, il reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire Shapely. Okay. Donc,
avant de passer à Shapely, je voulais juste vous présenter que Shap n'est rien d'autre qu'une approche unifiée des méthodes déjà existantes, comme Lime, qui peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé, parce que ça s'est devenu un peu mainstream depuis 2016, quand ils ont été publiés. Des méthodes qui existaient spécifiquement pour le réseau de neurones, qui s'appelle DeepLift, et des méthodes qui ont été faites de manière un peu empirique, mais ça fonctionnait dans certains cas, comme tri-interpréteur, qui permet de prendre n'importe quel modèle basé sur arbre, Random Forest, XGBoost, et de fournir les explications locales et globales. Sauf que toutes ces méthodes pâtissaient des propriétés qui étaient un petit peu, voilà, pas très, de point de vue mathématique, très bien fondées. C'est là que l'auteur de cette méthode, Shap, est allé chercher dans une autre théorie, je vais vous expliquer dans les slides qui suivent, une valeur très intéressante qui s'appelle la valeur Shapley. Et quand il ajoute cette valeur Shapley à ces méthodes-là, alors on arrive avec d'autres méthodes comme kernel Shap pour Lime amélioré, Deep Shap pour le Deep Lift tuné et TreeShap pour le tri-interpréteur non empirique. Mais la valeur Shapley, qu'est-ce que c'est? Donc, la formule mathématique, ce n'est pas donc, dans l'objet de ce talk. Toutefois, la seule chose qu'il faudrait comprendre, c'est que la valeur Shapley est empruntée d'une autre théorie, ça s'appelle la théorie des jeux coopératifs. Shapley, c'est en fait le nom de monsieur qui a inventé, qui a juste calculé et prouvé qu'il existe une valeur mathématiquement fondée qui attribue, dans un cadre de jeu coopératif, le paiement, c'est-à-dire quand vous jouez un jeu coopératif, à la fin, vous êtes payé. Si vous êtes 3 à participer à ces jeux-là, comment vous allez distribuer cet argent, en tout cas ces paiements, à la fin d'une manière équitable? Certains peuvent vous dire, diviser par 3, c'est équitable. Certains vont dire non. Ce n'est pas équitable. Donc, Shapley a théorisé ça dans la théorie des jeux. Donc, c'était un mathématicien et économiste. Et il a baptisé valeur Shapley. Et donc, c'est cette valeur Shapley qui est implémentée dans le package Shap. Donc, comment Shap connecte alors la théorie des jeux coopératifs au monde de l'interprétabilité de modèle machine learning? Ce n'est pas très compliqué pour eux. Donc, les joueurs de jeux coopératifs deviennent les features donc, de votre modèle. Donc, vous avez votre dataset avec toutes les features. Vous allez dire, vous êtes le joueur. Le jeu en soi, en fait, quand on est dans un jeu coopératif, on joue contre le système, donc on veut gagner contre le système. Dans le monde de machine learning, le jeu devient le modèle. Donc les features vont collaborer ensemble pour gagner le jeu, qui est l'attribution de modèle. C'est-à-dire le score que le modèle va te donner, c'est le paiement. Donc si le modèle prédit, par exemple, 0,86, ces features ont concouru pour pouvoir avoir ces scores de 86. Comment maintenant chacun va avoir sa distribution? Et c'est là que ce qu'on appelle le gain de l'attribution devient ce qu'on appelle les features importance. Un peu ce que vous avez déjà vu peut-être dans les features importance dans les plots de Random Forest ou XGBoost. À la différence, cette fois-ci, c'est que ces valeurs-là sont dites faire. Et du point de vue mathématique, en tout cas, si vous croyez à cette théorie, donc qui a été prouvée, irréfutable. Et c'est pour ça que je vous présente Shap. Donc, si on revient à notre modèle tout à l'heure, donc je ne vous ai pas présenté le modèle, mais nous avions fait un modèle pour ça. Donc, on va importer un package qui s'appelle Shap, c'est un package Python. Ensuite, je vais utiliser un wrapper autour de mon modèle parce que vous avez construit votre modèle. Dans mon cas là, j'ai créé un XGBoost. Je vais le wrapper autour d'un explainer. Dans ce cas-là, ça va être un tree explainer parce qu'en fait, j'ai utilisé un XGBoost. Je sais que je peux utiliser un tree explainer. Si j'avais utilisé un autre modèle qui n'était pas des arbres, j'allais utiliser la version, on va dire, agnostique, comme disait Soufiane tout à l'heure. Donc, il y a une version qui s'appelle kernel Shap, Deep Learning. Je peux utiliser, par exemple, le Deep Lift. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que quand je demande à l'explainer, calcule-moi les valeurs Shap pour un jeu de données. Donc là, j'ai demandé toutes les valeurs Shap pour le jeu de test, par exemple. Donc j'ai entraîné mon modèle. Ensuite, j'ai mis de côté mon X-test. Et là, j'ai dit, calcule-moi les valeurs Shap sur toutes ces valeurs-là. Ce qui est intéressant avec ces valeurs Shap que nous avons obtenues ici, c'est que nous pouvons faire 3 choses. D'abord, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est de comprendre pourquoi cet score a été calculé, donc disons 0,84, et quels sont les features qui ont joué dans ces modèles-là, donc dans ces scores-là. Ensuite, je peux prendre ces mêmes valeurs Shap et appliquer sur un ensemble de la population. Je vais vous montrer plus tard. Et je peux aussi, dites-moi juste dans l'X-test, quelles sont les variables qui contribuent le plus. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'explication locale.
On va bien comprendre celle-là parce qu'elle est ensuite conditionne toutes les autres. SHAP va vous fournir une échelle de probabilité qui va de 0 à 1. Il va dire, bon, la probabilité de base pour votre jeu de données est dans ce cas-là 0,24. C'est la probabilité de la population. Okay? En gros, vous avez dans les arbres, c'est le premier niveau. Avant n'importe quel split, c'est le mean average de l'arbre. Okay? Il dit, voilà, ça c'est la probabilité de la population. Ensuite, il va calculer les valeurs SHAP et il va dire, tiens, regardez, il y a tout un tas de features qui vont contribuer positivement pour ramener cette valeur de base de 0,24 à 0,86. Okay? Donc, c'est ce qu'on voit ici dans ces plots. Et donc, SHAP est intéressant parce qu'il fournit des plots assez jolis. Ça, c'est un JavaScript, donc quand vous utilisez dans le package. Donc, voilà que nous avons dit. Il a dit, OK, la valeur, donc les variables total charge, le contrat mensuel ou, par exemple, le service fibre optique contribuent positivement à la probabilité de churn. Ça veut dire que ces variables-là jouent on va dire, en la faveur du churn, okay, qui ramène la variable à la probabilité à 0,86. Mais d'un autre côté, il y a aussi des variables qui vont jouer pour enlever la probabilité de churn. Et c'est là où SHAP vient donc, rajouter d'autres variables, donc en bleu cette fois-ci. Ces variables-là, puisqu'elles sont présentes, ça veut dire que le client n'a pas souscrit l'option streaming, il ne possède pas non plus multiline, ça veut dire donc, plusieurs lignes de téléphone. Ces variables-là, et avec d'autres que vous voyez donc, tout à la fin, vont enlever de la probabilité que vous aviez déjà rajoutée à 86, en sorte à ramener la probabilité finale qui est 0,84, donc ça veut dire 84%. Donc il faut voir ces plots-là comme un jeu de force, de vecteurs. Donc il y a les vecteurs qui vont, on va dire, jouer pour, on va dire, augmenter la probabilité de fraude, d'autres vecteurs qui vont jouer pour enlever, et à un moment donné, ils vont s'annuler dans un centre de gravité qui est la probabilité du modèle. Donc le modèle, quand vous le demandez, c'est 0,84. Et SHAP, puisqu'il justement a cette capacité de calculer la valeur parfaite, qui est la shape value, ça matche exactement avec la valeur du modèle que vous avez donné. Donc, on a une explicabilité issue du monde de la théorie des jeux qui est, cette fois-ci, donc nous pouvons l'interpréter pour comprendre les variables. Okay? Donc, prenons un exemple, par exemple, d'un score low score. C'est-à-dire qu'il y a un client qui a un score faible, donc de 3%, et nous avons vu ici qu'il y a des variables, beaucoup plus de variables pour ces clients spécifiquement, qui jouent en défaveur, c'est-à-dire en défaveur, qui vont enlever de la probabilité de churn. Et c'est là où on voit que la taille du vecteur bleu est beaucoup plus grande. C'est pour ça que la probabilité à la fin, c'est 3%. Parce que vous voyez, tout le monde part de la probabilité de base de 0,24. Après, c'est les vecteurs qui vont se battre entre eux selon la donnée du client pour réduire, augmenter. Et quand ces vecteurs s'annulent, on a la probabilité finale du modèle. Okay? Donc, si nous prenons ce même graphique qui est une explication locale, là, je l'ai fait pour un client donné, donc monsieur Joey, c'est ça? Donc, Joey, donc je l'ai mis, donc là, lui c'était le d'avant, mais ça là, c'est un autre. Si je prends ce même graphique-là, qui maintenant il est en horizontal, et je vais l'inverser, je vais le mettre en vertical, et j'ai fait ça pour un tas d'autres personnes, et j'ai les enquilles une après les autres, je vais pouvoir obtenir ce type de graphique-là, où chaque ligne verticale, c'est un client. Et là, dans le SHAP, dans la librairie SHAP, il me propose déjà ce type de graphique. Et il va même clusteriser toutes ces explications en sorte à détecter des segments. Et là, je vais pouvoir voir qu'il y a des segments qui, ici, par exemple, c'est des segments à risque. Donc, toute cette population-là, je vais peut-être m'intéresser pourquoi elles sont la propension au churn est très élevée. Et bien évidemment, les variables qui sont ici ne sont pas les mêmes d'un client à l'autre. Vous voyez tous les rouges, mais si vous allez dans le SHAP et que vous passez la souris dessus, vous allez voir que ce n'est pas forcément les mêmes variables qui jouent en fonction de la zone de modèle que vous avez. Parce que n'oubliez pas, ici, nous travaillons avec des modèles qui sont hyper complexes. Ce n'est pas des modèles linéaires où on a une population isolée quelque part. Non, là, c'est par exemple des XGBoost avec des profondeurs assez importantes, avec 300 voire 700 arbres, une suite des autres. Donc, on va essayer de voir que sur certaines poches de la population, il y a des zones à risque, comme il y a des zones à non-risque, et essayer de comprendre pourquoi. Donc, une fois qu'on a expliqué du point de vue segmentation, on peut expliquer aussi du point de vue global. Donc, si vous avez juste dit modèle, pourquoi les gens churn? Et donc là, si vous prenez la partie droite, vous allez voir donc, tout ce qui est à côté droite de la ligne noire qui est en verticale, ce sont les variables, donc c'est le poids des variables, en tout cas la valeur de la fiche qui contribue au churn. Si vous prenez la partie gauche, c'est tout ce qui contribue à au non-churn. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc, si on va ranker
si on va ranker toute cette variable, on va observer que, par exemple, la variable la plus discriminante pour le modèle, cette fois-ci, c'est le contrat mensuel. Ah, il est abonné mensuellement. Et pour comprendre la couleur, on va avoir dans la barre, ici on voit un peu moins bien, mais dans la barre qui est à votre droite, c'est-à-dire la valeur de la feature. Okay, donc, si vous prenez la feature, plus elle est noire, plus la valeur de la feature est élevée, plus elle est blanche, moins elle est élevée. Dans le cas de la première variable, nous avons une variable binaire. Donc, ce n'est pas très compliqué. Si c'est 1, ça veut dire que la variable est présente. Si c'est 0, elle n'est pas présente. Ça veut dire que le contrat est mensuel. Ça, c'est issu d'une damification des variables catégorielles. Mais prenons par exemple la deuxième variable, le total charge. Le total charge, qui compte combien la personne a payé jusqu'à ces jours, ça veut dire quand la variable est blanche, donc ça veut dire la couleur blanche, ça veut dire qu'il n'a pas payé beaucoup, ça augmente fortement la probabilité de churn. Quand le total charge est très élevé, ça contribue vraiment fortement au non-churn. Okay? Et là, vous vous dites, mais c'est contre-intuitif. Plus le mec paye, plus il reste. Oui, mais c'est là où on va engager la discussion avec le métier. Il dit, oui, ça fait 5 ans qu'il est là. Forcément, son montant, tout ce qu'il nous a déjà payé, c'est important. Et c'est là où on va commencer à voir s'il y a des variables qui ont du sens ou pas de sens. Mais prenons par exemple la troisième variable qui pose des questions. Si la personne a souscrit à la fibre optique, donc ça veut dire noir, donc c'est 1. Elle a une probabilité de churn qui est plus élevée que celles qui n'en ont pas souscrit. Et là, moi, data scientist, je ne connais rien à la problématique télécom et le service qui sont proposés, mais je peux aller voir un métier et il va peut-être m'expliquer en fait, il faut que je vous dise qu'en fait, notre service fibre a rencontré quelques petits problèmes dans le passé. Et peut-être il va me répondre ça, je ne sais pas. Donc, mais là, maintenant, j'ai l'outil qu'il lui faut pour, à partir du modèle, aller voir le métier et dire c'est ceci ou c'est cela. Et il y a bien évidemment aller revoir mon modèle pour pouvoir m'améliorer. Donc maintenant, on va revisiter le dashboard que nous avions vu tout à l'heure au tout début, qui n'avait qu'un score, 84. Et maintenant, je vais être en mesure de présenter au métier comme ça. Ah, voici ce que c'est 84, et voici les variables qui sont les plus importantes pour le churn. Parce qu'il est mensualisé, parce qu'il est souscrit à la fibre, et parce qu'il paye par échec. Échec, c'est parce que c'est jeu de données, c'est américain. Et là, bien évidemment, ça ne me parle peut-être pas, mais pour un métier, ça va peut-être lui parler. Et puisque vous savez maintenant expliquer toutes les raisons, vous pouvez faire un petit jeu sympathique. Vous pouvez essayer de jongler avec toutes les variables possibles et essayer de voir quelles sont les variables qui jouent, par exemple, dans le score. Par exemple, vous changez une variable pour ces clients plutôt à fibre, vous mettez DSL et vous regardez qu'est-ce qui se passe au score final. Et ensuite, vous regardez quelle est la variable qui contribue le moins ou le plus. Et là, vous pouvez donner ce type de recommandation. Changer le contrat de cette personne à 1 an, parce que moi, j'ai vu que si on change toutes les gens qui ont un contrat à 1 an, je peux réduire la probabilité de churn de cette personne de 30%. Si vous additionnez un service supplémentaire, vous pouvez réduire encore de 12%. Donc, bien évidemment, c'est un travail a priori, qu'on va devoir calculer toutes les combinaisons possibles. Et dans le dashboard, on va juste présenter les variables et qu'on dit, là, si vous ajustez ça. Et donc, ça, ce qu'on devient maintenant, l'interprétabilité qui est devenue quelque chose juste pour expliquer, devient quelque chose qui permet d'agir et donner une information additionnelle à l'opérateur qui va traiter ce sujet-là. Est-ce que l'interprétabilité est suffisante? Tout à l'heure, nous sommes partis d'un modèle black box. Maintenant, vous avez l'interprétabilité. Vous pouvez le faire dès demain. On a bien vu, c'est import SHAP. C'est juste mettre dans votre code Python. Par contre, l'interprétabilité, ce n'est que la première étape. Parce que maintenant, nous, data scientists, nous aimons jouer avec nos variables et faire ce qu'on veut parce qu'on sait qu'on utilise un modèle et on veut bien la traiter, cette feature, différemment. Donc, ça veut dire que la variable que je vais l'utiliser maintenant, la feature, est-ce qu'elle est intelligible pour le métier? Parce que moi, j'adore faire ça, le log de total billing divisé par la racine carrée du nombre de fois qu'il a souscrit le service. Et là, la variable apparaît comme la variable la plus importante. Et là, j'ai dit métier, c'est parce que c'est le log carré de la racine. Il a dit, intéressant, mais je ne comprends rien. Elle est certes pertinente pour votre modèle, mais elle n'est pas intelligible pour moi. Donc, c'est là où le boulot de data scientist va commencer à devenir un peu plus intéressant. Et ensuite, quand je fais des variables, est-ce que cette variable est actionnable? Est-ce que je peux agir sur cette variable pour changer quelque chose? Si vous dites, c'est la probabilité de churn parce que l'âge est 25. OK. Est-ce que je peux changer l'âge de la personne? Il dit, revenez quand vous êtes 32. Non. Parce que le sexe est masculin ou féminin. Non. Après, OK. Je peux l'utiliser. Et mon modèle probablement va prendre cette variable comme une variable importante. S'il y a un biais dans la variable, bien évidemment, le modèle, on le donne et il apprend.
Par contre, est-ce que cette variable est actionnable? À vous de vous poser la question en fonction de votre use case. Et donc, dans l'échelle de maturité de ce qu'on appelle explicable AI, nous allons voir que l'interprétabilité n'est que le premier pas qui ouvre un tas d'autres portes et parfois un peu une boîte à Pandora pour le métier. Et là, ça nous remet en cause pour certains types de pratiques que nous faisons dans le feature engineering. Donc, maintenant, si on revient à la mise en prod de notre modèle, elle est en prod, mais comment on rajoute l'interprétabilité aussi en prod? Merci. Bah, du coup, en fait, alors, déjà, première chose à retenir, c'est rassurez-vous, en fait, tout ce que vous avez construit, tous vos modèles qui tournent en prod maintenant, vous n'avez pas à les jeter, à recommencer depuis le début, juste pour rajouter une couche d'interprétabilité. En fait, justement, cette couche-là, vous pouvez l'ajouter un peu de manière séparée. Et si on revisite, par exemple, en fait, notre solution d'industrialisation, notre déploiement qu'on a vu au début, bah, en fait, on peut regarder que, par exemple, vous pouvez prendre le modèle que vous construisez dans la phase d'apprentissage à partir de votre modèle repository quelque part. Vous prenez ce modèle-là en entrée, vous prenez les données sur lesquelles les prédictions ont été faites et vous injectez ça en fait dans un module qui est à côté et qui va vous faire l'interprétabilité. En fait, ces appels-là, pour justement faire le calcul de cette valeur SHAP, il peut se faire de manière asynchrone, c'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'utilisateur, je peux déjà dans un premier temps avoir le score et dans un second temps demander l'interprétabilité. Parce qu'en fait, l'interprétabilité n'est pas toujours en fait utile. Et encore une fois, justement, en fait, vous pouvez aussi faire cette solution-là en fait, de manière un peu décorrélée, dans le cas où vos prédictions en fait, sont consommées derrière par d'autres machines. Et les machines, en fait, ils ne vont pas demander d'interprétabilité. C'est au moment où l'utilisateur va exiger l'interprétabilité, c'est à ce moment-là que vous pouvez réinjecter dans une interface, comme on a vu, vos explications. Tout à fait. Et bien évidemment, quand vous avez fait un système orienté donc événements, services, comme c'est à la mode maintenant, vous mettez tout dans votre topic Kafka. Maintenant, c'est simple, c'est juste vous créez un autre consommeur et vous allez créer ces explicabilités en mode déporté, asynchrone. Même si ça prend quelques secondes, c'est pas grave. La personne va, quand elle va ouvrir son dashboard, l'interprétabilité sera déjà précalculée. Bon, avant que vous partiez manger, parce que moi aussi j'ai faim, qu'est-ce que vous devez retenir de cette présentation? Bon. Pour les data scientists, l'interprétabilité est très importante. Pourquoi? Parce que cela permet d'auditer nos modèles, débugger nos modèles et extraire de l'information qu'auparavant, comme on ne comprenait pas trop pourquoi le modèle se rabattait là-dessus. Comme n'importe quel soft ingénieur, et je pense que vous connaissez tous les soft ingénieurs qui débuguent leur code, les data scientists devaient débugger aussi leur modèle. Bon, la problématique n'étant pas la même, mais l'interprétabilité peut aider. Pour les experts métiers, c'est une autre chose importante aussi. C'est là où le canal de communication entre le data scientist et les experts métiers vont pouvoir s'ouvrir de manière plus humaine, en quelque sorte. Plutôt qu'expliquer des Hawk courbes ou des log laws ou des choses qui sont des métriques scientifiques pour les data scientists, on va pouvoir parler maintenant, ah écoutez, vous avez toute une population aussi où la moyenne de ces variables qui contribuent au churn, c'est très élevé, 3 fois plus élevé que le reste de votre population. Pourquoi? Et là, vous sortez les cas et dit, vous allez regarder un par un et le métier, ah oui, ça c'est le cas, ah oui, ça c'était le cas. Et là, vous allez revenir dans votre modèle, peut-être pour ajouter plus de feature engineering. Et justement, quand vous rajoutez des feature engineering... Ouais, et en fait, un autre sujet en fait, qui semble un peu évident, mais je pense qu'il est important de le garder en tête, c'est que quand vous faites en fait, votre feature engineering, si l'interprétabilité, ou encore mieux l'actionnabilité est importante, évitez des features du style log, je ne sais même pas comment, en fait. Si vous savez expliquer votre métier, vous pouvez. Voilà, mais du coup, évitez ce genre de features en fait, qui sont juste hyper compliquées à expliquer ou même à utiliser. Un autre exemple, c'est quand vous faites, par exemple, la binarisation de variables catégorielles. En fait, on a tous l'habitude de faire PD pour un get dummies et boum, c'est fait, c'est va et on passe à autre chose. En fait, quand vous faites de l'interprétabilité, ce type de variable, il faudra penser à l'encoder de manière différente et surtout un peu plus intelligente, qui va vous faciliter la vie derrière quand vous allez faire votre interprétabilité. En termes en fait, de surcharge que cela peut vous poser en fait, sur vos systèmes actuels, sachez que l'interprétation, en fait, ça dépendra un peu de la manière et des techniques que vous allez utiliser, mais ça peut avoir le même ordre de grandeur en termes de temps que vos inférences prennent en prod, ou ça peut rajouter en fait, quelques millisecondes de plus, voire une centaine peut-être en, fait, en plus, si vous utilisez des techniques ou un peu plus poussées. Donc, en termes d'overhead, en fait, ça pèse pas vraiment trop. Mais encore une fois, en fait, on préconise un peu la méthode de le faire un peu de manière asynchrone.
Alors, dernière chose, c'est, bon, depuis tout à l'heure, on vous parle d'interprétabilité, interprétabilité. Je ne veux pas que ça soit un peu comme le deep learning, faites du deep learning, peu importe ce qu'il y a. L'interprétabilité, c'est un outil qu'il faut utiliser en fonction en fait, de votre contexte. Et elle est importante, mais elle n'est pas toujours requise. C'est-à-dire que ça dépendra beaucoup de votre use case. Je sais que par exemple, dans la fraude, ben, Leonardo, on va en parler mieux que moi, mais dans un contexte qui est régulé de cette manière-là, il y a des entités qui vont vous exiger au fait, de donner des explications par rapport à vos prédictions. Sur une simple implication de mobile ou sur un simple filtre ou encore sur Margrid par exemple, ça, vous n'aurez pas besoin de faire d'interprétabilité. Encore que ce soit peut-être un marrant, Encore. je sais pas. Voilà. Donc, et souvenez-vous toujours en fait que l'interprétabilité c'est quelque chose qui est destiné aux humains. Encore une fois, si vos prédictions sont consommées par un autre service, une autre machine, la machine en fait, elle va pas trop vous exiger de l'interprétabilité. Encore pour l'instant. Voilà, donc ça a été tout pour nous. J'espère que vous avez trouvé la présentation interprétable, intelligible et actionnable. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Voilà, parce qu'on a Si vous avez encore des questions. quelques minutes pour les questions avant que les ventres se fassent entendre. Ah, et vous pouvez aussi scanner le code en fait, pour soumettre des feedbacks après sur l'application. Oui. Ouais. Bah, en fait, il y a un exemple ici. Je pense qu'on l'a toujours dans le schéma. En fait, le problème, c'est pas comment vous prenez la chose. On va mettre pour les variables catégorielles, on va mettre par exemple les dummies. Donc si vous avez une variable catégorielle qui a 10 modalités, elle va avoir 10 variables. Quand vous allez donner ensuite à votre modèle, surtout les arbres, okay, donc quand il va sampler, randomiser, Sharp va calculer la contribution de cette variable. Mais on sait très bien que cette variable ne peut être présente que si tout le monde est présent. Il n'y a pas de sens d'avoir couleur et pas couleur. Non, il faut qu'une des probabilités soit là. Donc, pour la valeur Sharp en question, si vous utilisez donc les variables dummy, vous devez prendre toutes les colonnes que vous avez domifiées, calculer, prendre les valeurs Sharp qui a été données et faire la moyenne de celle-là pour ensuite dire ça c'est la vraie valeur Sharp de cette variable. Parce que ça n'a pas de sens de prendre celle qui est 0 et celle qui est 1, celle qui n'est pas 0. Okay? Et après, effectivement, si vous voulez vous affranchir complètement de ça, vous encodez votre variable catégorielle différemment. Par exemple, vous pouvez projeter la cible sur cette variable catégorielle en sorte qu'elle devienne une variable numérique, ce qu'on appelle le target encoding. Vous pouvez utiliser les embeddings, mais les embeddings, vous allez me dire, ce n'est pas très interprétable. Bon, si vous savez justifier à votre interlocuteur métier, vous pouvez l'utiliser. Mais bon, quand vous utilisez l'interprétabilité, les variables catégorielles, effectivement, peuvent poser problème. Un exemple très contre-intuitif, là, je ne sais pas si vous voyez, donc après Streaming Moves, il y a Internet Service No. Ça veut dire on a domifié. Donc, ça veut dire que quand c'est Internet Service No, ça veut dire que c'est 1. Ça veut dire, quand la variable est 1, ça veut dire que c'est no. Tu vois ce que je dis? Parce que je l'ai domifié. Donc, ça veut dire que ce que vous voyez dans la partie gauche, donc Internet Service No 1, ça veut dire du coup no est no. Et quand c'est 0, ça veut dire que c'est yes. Donc, vous voyez, quand on va expliquer là, ça devient un peu contre-intuitif. On peut s'arranger toujours pour expliquer au métier, mais bon, on peut l'améliorer cette variable autrement. Voilà. D'autres questions? Oui, tout au fond. Ah, mais il y a un microphone, je pense, là, au fond. Intéressant. Oui. Ah. Ça marche. Donc, en fait, quand je regarde ce genre de graphe, je me pose la question, en fait, comment vis-à-vis en fait, du métier, est-ce qu'on risque avec des graphes comme ça de se voir demander en fait un modèle plutôt basé sur une règle métier versus un vrai modèle machine learning? Parce qu'en fait, ça descend très vite. Ça fait. Donc ça veut dire cette tendance au métier de penser que les règles sont interprétables par définition et donc ils vont demander de sortir des règles. Figurez-vous que c'est ce que nos clients nous demandent. Et ils disent, mais parce que vous sortez un modèle, vous ne pouvez pas transformer votre modèle en règle. Je dis, bon, à un moment donné, il faut le faire. Donc, en effet, en fait, on peut utiliser l'interprétabilité pour surtout local, hein, peut-être pas la globale, parce que la globale, justement, ne tient pas compte de la spécificité de chaque chose. Mais si je prends celle-là, qui est l'interprétabilité locale pour chaque client,
Okay? Je vais essayer peut-être de trouver une règle, ce qu'on appelle un scénario, qui décrive ces comportements-là. Ça, c'est les churn des personnes qui ont été souscrites entre janvier et décembre dans la période promotionnelle où on a fait peut-être un peu trop et la fibre n'était pas au point, je ne sais pas. Et donc, vous allez pouvoir effectivement trouver quelques règles à partir de ça, puisque maintenant, le modèle, donc, si vous analysez en détail donc, les variables qui contribuent le plus, vous pouvez extraire des règles. Et d'ailleurs, ce sujet, c'est un domaine florissant à nouveau, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que les systèmes experts, depuis les années 80, donc, essayent de percer. Ils ont tombé un peu dans l'oubli. Et là, maintenant, ça revient à la mode. Donc, justement, comment on crée des règles à partir des modèles de machine learning. Et ça, si vous tapez maintenant sur les sujets de recherche, boum, ça fait plein de méthodes. Donc, nous étudions en ce moment, effectivement, des méthodes. Et d'ailleurs, il y a dans les papiers de Lime aussi une proposition de comment extraire des règles à partir de l'interprétabilité qui s'appelle Anchors, qui est intéressante, mais approuvée. Merci. Merci beaucoup.